Ariane sur l'archipel interdit, une création sonore de Radio Utopia, librement inspirée du roman Island d'Aldous Huxley et réalisée avec les habitants et les habitantes du territoire Vézère-Monédière-Mille Sources avec le soutien des ateliers Médicis. Épisode 6. La station expérimentale de haute altitude. Après une semaine de convalescence chez Susila, je résolus de partir en excursion à la station expérimentale de haute altitude, le pôle économique, industriel et agricole de l'archipel. Là-bas, je fus accueilli par Mona Chaya, une ingénieure d'une 50aine d'années à petites lunettes rondes, qui me guida dans ma visite. Nous marchâmes près de 2 heures dans la jungle verdoyante bordée de montagnes. Mona Chaya m'expliqua que les Palanais avaient choisi d'adapter leur économie et leur technologie aux êtres humains, et non les êtres humains à l'économie et à la technologie de quelqu'un d'autre. L'organisation politique palanaise se résume à la cohabitation harmonieuse d'êtres humains accomplis, passant par un bon système de santé publique, une éducation préventive et des réformes sociales. Pour maintenir une humanité suffisamment épanouie, à Pala, on n'engendre pas plus d'enfants qu'on ne peut en nourrir, en vêtir, en loger et en éduquer. N'étant pas surpeuplés, les Palanais sont riches, affirma fièrement Mona Chaya, mais ils n'ont pas la tentation de l'excès de consommation. À Pala, on apprend dès l'enfance à être pleinement conscient du monde et d'en jouir intelligemment. Ainsi, l'importation palanaise est limitée à ce qui ne peut pas être fabriqué sur l'archipel. Rien que l'essentiel. Pas de joujoux stupides et inutiles, pas de divertissements vulgaires, pas d'écran, pas de whisky, pas de sex toys, pas de piscine. Pour les échanges commerciaux avec les étrangers, les Palanais utilisent une monnaie modeste extraite de leurs minerais, du cuivre et de l'or. Mona Chaya me fit visiter le pôle ouvrier de l'île avec ses usines, telles de petites cabanes avec des toits de chaume. Je visitais 2 poteries, une fabrique de meubles, avant de découvrir la ressourcerie palanaise. C'était un atelier tout neuf, bien éclairé et bien aéré, où, au son d'une musique douce, une centaine d'ouvriers et d'ouvrières, à des postes de travail confortables, agençaient des pièces électroniques. Comme je m'étonnais que ces tâches ne puissent être plus automatisées, l'ingénieur me répondit qu'il faisait seulement des petites séries pour répondre à la demande de gens ayant des appareils anciens dont les fabricants ne voulaient plus entendre parler pour écouler leurs nouveaux modèles. Nous leur faisons une concurrence terrible. Ils inventent toujours de nouveaux modèles, de moins en moins solides, tous rivés et soudés, qui ne peuvent se séparer. Les anciens modèles, au contraire, étaient solides et réparables. Alors, les gens d'ici les conservent et les bricolent. Nous vendons dans toutes les régions d'Europe occidentale. Notre réseau de réparateurs s'étend chaque année. Comme nous parlions, 2 ouvrières arrivèrent, mirent leur blouse, échangèrent avec quelqu'un, qui devait être le chef d'atelier, et se dirigèrent vers 2 postes de travail inoccupés. Je demandai pourquoi elles étaient en retard, et quelles excuses elles donnaient pour ce retard. On me répondit par un grand éclat de rire. « Mais elles ne sont pas en retard. Ce n'est pas la prison ici. Elles n'ont pas à s'excuser. Simplement, elles viennent travailler de 4 heures à 8 heures parce que ça leur convient mieux. En arrivant, elles s'informent pour savoir si elles continuent le même travail qu'hier. Comme il y avait une expédition pressée à faire, eh bien, on a terminé leur boulot à leur place et on leur en a proposé un autre. Ici, nous n'avons plus d'horaire fixe. Chacun vient travailler quand il veut et repart quand il veut.
L'atelier est ouvert de 6 heures du matin à 8 heures du soir. Pour avoir une rémunération complète, il faut faire 30 heures. En principe, 5 journées de 6 heures, ou 4 de 7h30. Mais vous voyez ces deux femmes, elles sont voisines. Elles viennent ensemble de leur village. Elles ne font que 20 heures. Certaines semaines, elles font moins, et d'autres fois plus. Aujourd'hui, elles arrivent en fin de journée. Souvent, elles viennent tôt le matin pour rentrer chez elles à l'heure du déjeuner. Rada est mariée et a 2 petits-enfants. Lila est célibataire, vit avec ses parents et fait l'infirmière, comme on dit ici. Des fois, elles viennent séparément, mais rarement. Vous ne voulez pas dire quand même que tous vos ouvriers viennent travailler quand ça leur chante? Comment pourriez-vous organiser la production? D'abord, ce ne sont pas mes ouvriers, Ariane. Ah non, bien au contraire, je suis leur ingénieur. Et ensuite, je n'organise pas leur production. Ils l'organisent eux-mêmes. Le chef d'atelier, qu'ils ont choisi, ne fait que coordonner leurs tâches. C'est un travail ingrat, tout le monde le sait, et personne ne l'accepte pour plus de 3 mois. Il faut dire que cette usine appartient au Palanais. Elle s'autofinance, mais ne fait pas de profit. Si le compte d'exploitation est excédentaire, et s'il n'y a pas d'investissement nécessaire, eh bien, on distribue les bénéfices aux ouvriers, bien sûr au prorata de ce qu'ils ont gagné dans l'année. Les gens viennent travailler quand ils en ont envie, Ariane. Ou plutôt quand ils en ont besoin. Quand ils ont assez d'argent, eh bien, ils ne viennent pas. Vous savez, l'argent est très peu utilisé ici, sur l'archipel Pala. La majorité de nos échanges se font en troc. Alors, pourquoi travailler si on n'y est pas obligé? Oh, il vaut mieux se reposer. Ouais, avec vos ressources pétrolières, c'est sûr que vous avez le loisir de vous reposer. Ah non! Nous combattons l'exploitation de nos puits de pétrole, tant par les Occidentaux que par les Orientaux. Et nous disons non à tous les deux, de sorte que nous sommes impopulaires partout. Sur l'archipel, nous ne voulons pas des communistes, mais nous ne voulons pas non plus des capitalistes. Encore moins de l'industrialisation en masse, que les uns comme les autres tiennent tellement à nous imposer. Pour des raisons différentes, bien sûr. Les Occidentaux la désirent parce que notre main-d'œuvre est bon marché et que les dividendes du capitaliste seront augmentés en conséquence. Et les Orientaux, eux, la désirent parce que l'industrialisation créera un prolétariat, ouvrira un champ nouveau à l'agitation communiste et pourra conduire à la longue à l'établissement d'une démocratie populaire de tous. Mona Chaya m'expliqua qu'à Pala, il n'y avait ni armée, ni hiérarchie militaire, ni commandement unifié, ni capitaine d'industrie, ni financier omnipotent, ni politicien, ni bureaucrate. Le système économique palanais n'autorise personne à devenir 5 fois plus riche que la moyenne. Ici, pas d'esclavage, pas de récolte exportée comptant, pas d'épuisement systématique des sols. Pala est une fédération d'unités autogouvernées où le peuple a pu suivre sa propre voie et assumer la responsabilité de ses propres affaires. Selon Mona Chaya, il y a un champ immense à Pala pour l'initiative à petite échelle, pour les dirigeants démocratiques, mais aucune place pour des dictateurs à la tête d'un gouvernement centralisé. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, répétait Mona Chaya. Le Raja et le docteur Andrew ont d'abord commencé par le mouvement pédagogique et culturel, puis par la réforme de la gestion locale, avant d'en arriver à l'autogestion des travailleurs. Chaque chose a son heure.
Il faut que les gens soient mûrs pour prendre les choses en main. Oh, sinon, ça se casse la gueule. Je crois que cette ressourcerie n'aurait pas marché si nous n'avions pas fait avant le musée, la bibliothèque, la culture, Ariane. La culture, c'est le plus important. Votre culture est tellement idéaliste. Vous avez un grand projet pour l'humanité ? Oui, nous sommes des idéalistes. Ariane, c'est vrai. Vous avez raison de le souligner. Nous espérons qu'il n'y aura plus de guerre. De nos enfants, nous faisons les jardiniers de la nature et non les conquérants de la planète. Contempler nous paraît aussi important que faire. Mais nous ne voulons pas imposer notre idéal aux autres. Ce qui est bon pour les uns n'est pas toujours bon pour les autres. Nous aimons la diversité. Vous me demandez aussi ce que nous apportons à l'humanité. Eh bien, peut-être rien que ceci, Ariane. La possibilité de choisir. Soudain, des ondes traversèrent mon crâne. Et ces voix, encore ces voix qui peuplent mon cerveau. Putain de Radio Utopia dans mon crâne! À la parole, Conrad Baxter. Putain de Radio Utopia dans mon crâne! Dans la musique et dans la création en général. Justement, c'est là l'échappatoire. Déjà C'est là l'échappatoire. Les artistes, ils ont cette chance. Et je pense qu'il pourrait y avoir un ministère de l'utopie. Je pense qu'il pourrait y avoir un ministère de l'utopie en incitant les gens à créer plus que ça. On discute sur un problème de vocabulaire. Bon, à partir on est dans le domaine de l'art c'est la transcendance, donc on s'évade de la réalité. Ouais. On est d'accord. Enfin, l'art peut être rattaché à la réalité quand même. Hein. Oui. Parce que par exemple, à Sienne, il y a une grande fresque avec le bon gouvernement et le mauvais gouvernement, il me semble. Vous écoutez Radio Utopia. Radio Utopia, la radio dans vos rêves. Radio Utopia, la radio dans vos rêves. Nous venons d'entendre un extrait de Pas la parole de Conrad Baxter. Je me tourne vers vous, Manu. Pour vous, comment serait l'homme idéal ? Pour moi, l'homme idéal qui vit peut-être sur la Terre de façon idéale, il faut qu'il soit créatif parce que être connecté à sa créativité, c'est être connecté à sa joie. Et si on est connecté à sa joie, on n'a pas besoin de faire du mal à un tel ou de détester son voisin parce qu'il a mis un pied sur ton territoire en fait, qui ne nous appartient pas. Et je pense vraiment qu'il y a une clé vers la créativité. Moi, j'imposerais de la créativité tous les jours, très démocratiquement. Auriez-vous un exemple, une comparaison pour cet homme avec un grand H idéal et donc créatif ? Et vous, vous considérez-vous comme cela ? On est comme ça, on est tout joie. Il y a un bébé à l'intérieur là, de 4 mois. Tu la regardes, elle explose de joie, que juste avec un regard, elle a un sourire incroyable. Et en fait, c'est tendre vers cet enfant-là, on est tous cet enfant-là. On l'a perdu, quoi. Nous avons perdu notre joie, pour reprendre ces mots d'enfance. Elena, j'aimerais connaître votre pensée. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre utopie et quelle est votre vision ? Utopie, ça serait quelque chose à quoi on peut aspirer, en fait. Et imaginer pas un monde parfait ou une situation parfaite, mais au moins on peut essayer de s'approcher à quelque chose, et même si on est fataliste, et même si on peut être méga déprimé et tout, si on a dans la tête une idée de monde parfait et on aspire à ça avec nos actions, je pense que au moins ça, on peut s'approcher un peu à quelque chose qui est mieux que ce qu'on vit actuellement dans le monde. Juste avant, nous avons évoqué la joie pour décrire l'utopie. Elena,
quelle est pour vous l'émotion qui décrirait au mieux votre utopie? C'était vraiment très lié avec ma propre utopie personnelle, et c'est-à-dire dès que je tombe amoureuse, en fait, je entre dans un état très très utopique et très 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 fantastique, et malheureusement pas très réel, et du coup je vis dedans, et pendant des mois et des mois, c'est franchement la plus grande source de ce qui m'inspire, en fait, et c'est une force vitale. Et bien sûr, quand tu sors de ça, c'est un peu difficile après, mais c'est aussi très très créatif. Et du coup, toute cette histoire, en fait, avec être amoureux, je dis pas être en amour, couple et tout ça, je dis vraiment d'avoir une muse ou d'avoir quelqu'un qui t'inspire. Et je pense que pour moi, ma propre utopie, c'est vraiment ces états-là, où je suis complètement amoureuse d'une personne avec qui peut-être je n'ai même pas une relation, peut-être juste une relation épistolaire, c'est peut-être ça. Merci Elena. Maintenant, nous allons écouter l'enfant flûte, qui, je le rappelle, s'exprime en poème accompagné de sa flûte, sur une nouvelle vision que je vous laisse découvrir. Il faut goûter l'instant même le plus amer, en saisir la texture et y plonger sans remords, et de cette eau croupie en prendre à plein poumon. S'y noyer sans dégoût, et sans plaisir non plus, sans se débattre, et sans non plus se soumettre. Il n'y a là qu'un instant. Le prochain sera doux, il te suffit d'attendre. Merci pour ce petit moment. Pour conclure ce programme, avec mon équipe, nous avons interrogé des passants sur leur vision de l'utopie. Je vous laisse découvrir leurs réponses. Bonjour et bienvenue sur les rendez-vous de Julie, Juste Julie de Radio Utopia. Madame, excusez-moi madame. Bonjour madame, j'aimerais vous poser une petite question rapide s'il vous plaît. Comment définissez-vous l'utopie ? Pour moi, l'utopie, c'est une énergie, en fait. C'est un moteur de vie et ça passe par la création. Et c'est ce qui permet de tenir debout et de continuer à construire. Donc ça frise avec l'idéal, évidemment. Mais oui, l'utopie, je vois plutôt ça comme quelque chose d'inatteignable. Quelque chose de très lointain, très haut. Je serais plutôt du genre idéaliste, moi. Je me reconnaîtrais plus dans l'idéalisme que dans l'utopie. Et je n'ai pas d'ambition démesurée, mais un idéal, oui, un idéal de vie, que tout le monde respecte tout le monde, qu'il y ait des règles de vie qui soient faites pour bien vivre ensemble, pas des règles de vie qui soient faites pour contraindre les gens, mais qu'on ait du bien vivre ensemble. Vaste. C'est très trop vaste, ouais. Je me perdrais dans l'utopie, j'ai l'impression. Encore une fois, trop grand pour moi, pour ma petite personne. Monsieur s'il vous plaît, bonjour monsieur. J'aimerais vous poser une petite question rapide s'il vous plaît. Vous êtes d'accord ? Super. Comment définissez-vous l'utopie ? L'utopie, oui, ce sont des rêves qu'on ne peut pas réaliser. C'est beau. Ça donne du punch. Voilà. Le monde est un émerveillement, tout est beau partout. Il y a une condition terrestre qui fait que les êtres humains oscillent entre la sainteté et la barbarie, donc il faut trouver un juste milieu dans tout ça.
et que le monde idéal, il ne peut être qu'en dehors de cette vie. Alors, vous voulez dire dans la sphère du spirituel, Voilà. celle du rêve Du spirituel. C'est une hypothèse. Hein. D'accord. Ça se démontre pas, ça. C'est une intuition. D'accord. Parce que la communauté, ça donne de la force, en fait. Les gens qui croient, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Ils ont pas grand-chose de plus, hein, on est tous pareils. Ils ont simplement une espérance. On n'a pas de certitude. Enfin, ceux qui ont des certitudes, c'est un peu des extrémistes. Mais que ce soit un athée ou un croyant, on a une espérance. Voilà. L'athée, il est plus réaliste. Le croyant, il est un peu plus idéaliste, mais personne n'a la réponse. C'est personnel, ça. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, c'est à vous que je parle. Bonjour, j'aimerais vous poser une petite question rapide, s'il vous plaît. C'est bon? Super. Je voulais savoir, comment définissez-vous l'utopie? C'est un temps où, au temps des Amérindiens, par exemple, avant que l'homme arrive, ils disaient être un véritable être humain. Oui. C'est ça, grandir. Donc c'est ça l'utopie aussi. Parce que nous, on a perdu toutes les connexions de la terre et de l'esprit, quoi. Enfin, oui, c'est vrai. C'est une réflexion que moi je mène aussi à l'intérieur de moi-même. Hein, donc, comment devenir un véritable être humain, quoi. Là, on n'est que des ébauches, souvent. On vit dans ce monde utopique du matérialisme et c'est la seule représentation qu'on a de ce monde. Et on est esclave de ce monde. Donc, faut-il faire encore la révolution ou déjà la faire en soi et essayer de faire changer le monde, mais ça c'est compliqué. Déjà changer soi-même, c'est important. Oui, je pense aussi qu'il faut commencer par soi-même. Donc le chemin de chacun, c'est de trouver son chemin, justement. Ça, c'est l'utopie. Il faut arriver soi-même, à devenir soi-même. Il a disparu, Siddhartha, parce qu'en fait, il s'est retrouvé au moment où l'illumination lui est arrivée, c'est quand il est revenu à sa maison de pêche. Donc voilà, tout son parcours il a rencontré des grands disciples, des grands maîtres, donc il a suivi pendant des années, puis à chaque fois il s'est dit, bah non, c'est pas ça, jusqu'au moment où il était assis pendant 20 ans dans la forêt, et il dit, tout le monde, c'est comme ça, il faut faire ça. Puis un jour il s'est levé, et puis il est parti, personne n'a compris, parce que c'était lui, quoi, voilà. Mais c'est son chemin, c'est ça en fait, de toute façon il n'y a pas de solution miracle. La seule solution c'est d'être. Et quand tu es, tu n'es plus. C'est ce que disent les grands. Hein. Enfin, je veux dire, tu n'es plus là, en tout cas. Ça ne veut pas dire que tu as disparu, mais en tout cas, tu n'es plus là. Il y a des grands maîtres hein, comme ça. Voilà. Il y a un chaman amérindien qui disait... c'est un résumé de toute son expérience de vie et il dit ça en fait, je ne m'accroche à rien pour n'avoir rien à défendre, je n'ai plus de pensée pour pouvoir voir, je ne crains rien pour pouvoir me souvenir de moi-même. Alors dans la légende amérindienne, l'aigle c'est le grand esprit, donc l'aigle me laissera passer serein et détaché jusqu'à la liberté. Ça résume tout son enseignement. Donc voilà. Moi ça fait 30 ans que je cherche sur ce texte. Épisode 6. La station expérimentale de haute altitude. Avec la voix d'Ariane von Berendt, de Monique Champeau dans le rôle de l'ingénieur Mona Chaya et de Mohamed Rouabi dans le rôle du grand Raja. Avec la participation d'Alain Sage, Frédéric et André, François, Monique de l'association Découverte et Patrimoine, de la musicienne Fedva Akalisa, de Jean-Mi et Emmanuel, de Cécile et Florence, Philippe et Élodie, d'un touriste en vacances et d'un monsieur idéaliste
et avec les musiques des artistes de l'hôtel Experimenta. Une réalisation d'Élodie Chamouret de la Compagnie des Funambules. Prise de son, Philippe Daudeville, Sam Bazu et Élodie Chamouret. Montage, Thierry Ginestet. Coproduction, RGB, Bram FM, Radio Cob, la médiathèque intercommunale Vézère, Monédière, 1000 Sources et les ateliers Médicis. La suite au prochain épisode.